le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et tous. Ah, ça y est, mon son refonctionne, il ne marchait plus, l'animal. Donc, j'ai réenregistré plusieurs fois. Voilà, c'est bon, on est parti. Podcast numéro 318. 318 ? Attendez, 318... 318, tout à fait. Tout à fait, podcast numéro 318 avec une question d'Éric Legouet. Une question relativement simple et facile. Comment améliorer son sommeil sans faire aucun sacrifice ? Voilà, une question très intéressante aujourd'hui dans un monde où on veut tout, mais où on ne veut rien donner. Voilà, pas d'effort, jamais. Allez, en attendant, les nouveaux patriotes. Voilà, un grand merci à cette nouvelle vague qui rejoint la Ducarmie. J'en ai certains qui m'ont envoyé un message tout excité. Bah, c'est bien normal. C'est bien normal. Avec pas mal d'arrivées. Qu'est-ce que je voulais dire avant ? Ah, j'en parlerai après. Voilà, le nouveau Rémi Gineste, Cédric Fabulet, Julie, nouveau patriote féminin, et nous en avons deux, puisqu'il y a aussi Noémie Prin. Voilà, Gaël Chanteux, Parcheminal, Mathias Ténési, Martin Lefebvre, Nicolas. Là, les chaussettes sont déjà parties, Nicolas, ce matin, et oui. Gilles, Kevin Lelièvre, Germain Chapeau, Samuel Verdier, Benjamin Garret, Paul Guernalec et Maxime Guillou. Voilà pour les nouveaux. Écoutez, bienvenue. Alors, vous arrivez au meilleur moment. Non, je plaisante, tous les moments sont bons. Mais vous arrivez quand même à point nommé. Puisque ça y est, on se lance dans les ultras. Étant donné que depuis le début de l'année, je n'ai fait que des courses de 6 heures ou moins avec les crosses, les Cotrail et la Pastourelle. Et là, ça y est, on arrive dans l'ultra. Alors, nouveau patriote, écoutez, vous allez tout simplement sur mon site internet L'Antre du Duc, vous créez un compte, il est normalement relié avec Patreon, et vous pouvez accéder à l'onglet Patreon, et dans cet onglet, vous allez pouvoir retrouver justement la construction de mon année 2024, qui m'amène à réaliser mon premier ultra trail ce week-end. Encore que pour moi, ça va être une sorte de demi-ultra trail, parce que je vais mettre pas 50% du temps de l'UTMB, mais pas loin, tu vois. On va partir sur un petit 13 heures au Lavaredo. L'UTMB, c'est un petit peu moins de 23. Donc, il n'y a pas tout à fait 50%. Amis patriotes, vous allez donc retrouver dès ce vendredi un premier article ciblé sur ce Lavaredo. Je vous le spoil un petit peu. J'ai refait une prise de sang relativement complète, comme je l'avais fait avant l'Ecotrail de Paris. Écoutez, je vais mieux qu'avant l'Ecotrail. Hein. J'avais une petite anémie en fer, elle a disparu. Nous reviendrons sur les autres paramètres, avec mon ami Sébastien Diffenbrom, bien sûr, qui va nous parler de tout ça. Et la semaine prochaine, c'est le classique. Le classique, avec la publication du roadbook personnel que je vais me faire pour le Lavaredo. Qu'est-ce que je mange, où, quand, comment. Voilà, c'est un petit délicat. Non, il y a 4 ravitaillements autorisés à l'assistance sur un effort de 13 heures, quand même relativement confortable. Mais voilà, ça sera présenté la semaine prochaine. Celle d'après, ce sera le retour sur Lavaredo, qui s'est bien passé, mal passé. Il y a plusieurs interrogations, hein, là. Est-ce qu'on va réellement faire tout le parcours avec la neige ? Il y a beaucoup de neige encore. Est-ce que on aura beau temps ? Parce que là, on est encore parti pour un week-end de mauvais temps, les 22-23 juin. Est-ce qu'on aura beau temps au Lavaredo ? Bah voilà, c'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe s'il fait mauvais ? Voilà, il y aura des déviations, un truc comme ça. Voilà. Donc sans doute tout plein de péripéties.
Et si vous voulez vous équiper, les t-shirts réalisés par Caprin, le Made in France, voilà, avec l'atelier final qui est même en Savoie, donc ça c'est très agréable. Les t-shirts vont arriver, du coup je serai au Lavaredo, je les aurai début juillet, le temps que je rentre. T-shirt taille M, sinon il y a les S et les L, mais voilà, j'ai recommandé quelques M, quelques XL et puis quelques t-shirts féminins. Donc je les remettrai disponibles sur mon site quand je les aurai. On a aussi les chaussettes, bien sûr, il en reste un petit peu. On va écouler le stock, et normalement il devrait y avoir une belle surprise en septembre-octobre. Mais je recommanderais sans doute aussi ce modèle, enfin bref. Les manchettes, toujours là, également. Tiens, vu que l'air est frais en ce moment, c'est pas plus mal. Les patchs, bien sûr, à coudre sur vos sacs pour que votre adversaire derrière sache parfaitement de quel bois vous vous chauffez. Et prochainement, alors nous n'allons pas refaire des casquettes comme j'avais fait avec l'entreprise Edict à Annecy, qui m'avait brodé le logo du Carmi sur le devant d'une casquette qui pourrait s'identifier à un truc un peu trucker. Non, là du coup on a fait un truc plus sympa, un truc pour le sport. Donc ça va être des casquettes type cielé. D'ailleurs je vois qu'ils les vendent 45€ les cochons. Alors nous on sera un peu en dessous, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de personnalisation, donc ma casquette elle me revient un peu cher. Mais vous aurez une casquette comme ça, un peu souple pour le sport, avec normalement un joli design. Là on a essayé de bien le travailler. Ça s'est lancé, ça arrivera en août. 2 ou 3e semaine d'août normalement. Ça devrait être juste avant l'UTMB. Et quand je suis un peu plus sûr de mon coup, je mettrai des petites précommandes. Voilà un petit peu pour tout ça. D'un point de vue... Ah oui, je me permets régulièrement de repartager les photos que mes chers patriotes m'envoient avec le maillot du Carmi, évidemment. Si ça vous gêne que sous un tel ou tel angle on voit un petit peu votre trombine, vous n'hésitez pas à me le dire. Auquel cas je mettrai un joli smiley. Voilà. Allez, quelques news d'un point de vue speaker. Voilà, c'est là que le bas blesse. J'étais censé la semaine dernière être à l'Ultra Trail du Haut-Gif pour vivre un moment comme chaque année, depuis 2018, particulièrement festif, agréable. Voilà, les 2 dernières années on a eu une météo très très belle, trop belle même, chaude, très chaude. Très beau paysage. Et cette année, il y avait un souci, il y avait pas mal de neige par rapport aux autres années. L'organisation a travaillé pendant 2 semaines en marchant sur le parcours pour créer des traces dans les névés encore existants, installer des cornes, etc. Donc ils ont eu beaucoup de travail en amont. Et la veille, le bulletin météo en fait n'avait cessé d'empirer. Et la veille, voilà, il est présenté mauvais. Très mauvais. Mais il n'y a pas de risque d'orage ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que les chutes d'eau semblent impressionnantes sur le papier. Et tous les dés sont jetés. Donc si vous voulez, on annonce ce bulletin météo aux coureurs. Voilà. Alors ils avaient reçu un mail avant pour corser un peu le matériel obligatoire. Et cette mauvaise météo, en fait, le bulletin annoncé a été encore pire que prévu. Et surtout, les précipitations sont arrivées plus tôt que prévu. Ce qui fait que non seulement ça a gâché la fête, mais en fait le truc a tourné au drame. Puisque beaucoup de coureurs ont fait des chutes. Et si la plupart étaient sans importance, malheureusement il y a eu la chute de trop, plus violente que les autres, plus longue que les autres, plus poussée que les autres. Allez savoir pourquoi, hein. C'est souvent, voilà, vous glissez au mauvais endroit au mauvais moment et vous débaroulez plus loin que les autres. Et il y a eu un malheureux décès. Donc, évidemment, la course était stoppée. Hein. Ça, c'est sûr. Et derrière, c'est comment on fait, quoi. Comment on fait ? Parce que tu stoppes une course, tous les coureurs sont dans la nature. Donc, il a fallu les rapatrier. Je crois qu'ils commençaient à déstresser un peu. Enfin, déstresser non, parce qu'il y avait l'annonce du décès, mais les coureurs étaient rapatriés vers midi. Je crois qu'on était plutôt bons. Alors que les premiers appels ont eu lieu, je sais pas, c'était quoi, 3h30, 4h, je sais plus ce qui était écrit. Donc c'était assez dur
pour tout le monde. Et puis il y avait en plus l'annonce du décès qui faisait qu'en fait on pouvait à aucun moment donné sourire ou discuter de la situation puisque c'était beaucoup trop grave. Et surtout, ce que j'ai pu voir, la tristesse des organisateurs qui à 16h avaient encore du mal à contenir une certaine dose de larmes. Alors ce que j'espère, c'est que leur responsabilité ne sera pas engagée et qu'ils pourront s'en remettre. Mais ils en avaient gros sur la patate. Ils en avaient vraiment gros sur la patate. Et on sait pas ce qui s'est passé, parce que sans doute à un moment donné, ça leur a traversé l'esprit d'arrêter la course. Est-ce qu'entre le moment où ils y pensent et le moment où c'est vraiment arrêté, il y a eu un laps de temps trop long qui a fait qu'il y a eu en plus cette chute terrible, et du coup ils s'en voudront tout le temps, enfin je sais pas. Je sais pas quel a été le déroulé, et il y a une enquête, puisque quand vous avez un décès, forcément faut savoir pourquoi et comment la personne est décédée, et puis surtout... qui est responsable en fait? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Voilà, la personne a effectué une mauvaise chute, on pouvait pas trop l'anticiper. Ou au contraire, est-ce que c'était humainement possible de l'anticiper? Alors évidemment, on va tous répondre oui, une fois que c'est terminé la course, on va dire oui, en fait, fallait pas donner le départ. C'est vrai que on n'aurait pas donné le départ, la personne ne serait pas décédée. Ça, c'est une certitude. Maintenant, avec le bulletin météo qu'il avait entre les mains, c'est pas simple. Je pense qu'on n'aurait pas donné le départ. Évidemment, ça aurait été safety first, comme disent certaines personnes, mais je pense que ça aurait été très très mal accueilli parce que il faisait beau, tu vois, au départ, même si on savait que ça allait pleuvoir beaucoup après. Alors, je sais pas. Je sais pas quelle était la bonne décision. Je pense qu'en tant qu'organisateur, vu le bulletin météo, j'aurais donné le départ, moi aussi, donc je peux pas trop juger là-dessus. Et après, je sais pas comment ça se passe, quel est le contact, vraiment, quand les coureurs sont sur le passage délicat, je sais pas. Je sais pas, qui aurait stoppé la course plus tôt, qui ne l'aurait... Enfin, je sais pas. C'est dur à dire, on n'est pas dedans, on n'est pas au PC course, dans une salle à 3h du matin, à entendre des appels de différents coureurs, à tenter de prendre la décision la plus rationnelle possible. C'est compliqué. C'est compliqué, mais visiblement, beaucoup de gens sur Internet sont arrivés à nous sortir tout un tas de solutions. Et c'est dommage que ces gens-là n'organisent pas des courses. Parce que apparemment, ils ont la solution à tous les problèmes des organisateurs. Et c'est dommage qu'ils nous transmettent pas ce savoir, en fait, en venant sur les événements, peut-être pas en tant qu'organisateur, parce que ils partent de loin, mais en tant que bénévole, pour au moins nous passer des consignes claires à nous qui sommes bêtes, tu vois, nous qui ne savons pas. Voilà, si ces gens-là pouvaient venir nous aider au quotidien. Alors il y a aussi eu des coureurs qui ont dit il fallait pas donner le départ. Bah ouais, mais si t'es parti, tu vois, peut-être fallait dire non, tout seul. Je sais pas aussi en tant que coureur comment j'aurais réagi. Alors je serais parti, ça c'est sûr et certain. Je serais parti après. C'est une course où il y a pas non plus un enjeu de ouf. Tu vois, tu l'as fini pas. Bon, ça change pas trop ta vie, surtout pour moi. Je pense que quand il aurait plu, ça m'aurait vraiment saoulé. Et suivant où j'aurais pris la grosse pluie, il est possible que je me sois arrêté. Ouais. Alors après, je pense que beaucoup, arrivés au sommet de la pointe, ont dit moi je fais pas la descente, c'est trop dangereux et tout. Sauf que le souci, c'est que tu peux pas revenir sur tes pas. Enfin, pas vraiment, parce que derrière toi, il y a le reste du peloton qui monte. Donc tu vois en fait toute la complexité du problème. Du coup, tu te dis, je vais quand même tenter de descendre, et machin, et truc, et bidule, et voilà, le problème arrive. Donc, compliqué, je sais pas où j'aurais su m'arrêter en tant que coureur. Certains se sont arrêtés, ravito Jouplane, d'autres n'ont pas pris le départ. Moi, je voudrais vraiment les féliciter parce que ils n'ont pas été sujets à un biais psychologique humain qui est terrible et qui nous amène tous à faire des conneries. C'est que une fois qu'on est engagé sur quelque chose, on a du mal à dire non. Tu vois, on a du mal à refuser ce sur quoi on s'est engagé. Je sais plus ce que c'était, la chaîne YouTube d'un mec qui parlait de tous ces biais cognitifs. Et il disait, vous réservez votre week-end au ski, c'est un samedi et un dimanche, là. Vous payez très cher un hôtel,
Et puis le jour J, en fait, vous allez payer le déplacement plus le forfait. Et si on vous dit que la météo est mauvaise, bah vu que vous avez réservé votre week-end pour ça, vous allez quand même y aller en fait. Alors que in fine, vous allez passer un mauvais week-end. Et en plus, vous allez dépenser trop d'argent. Alors que si vous dites, bon, j'y vais pas, le prix de l'hôtel, il est perdu. Mais vous économisez le prix du forfait et vous économisez le prix du déplacement. Et ça, c'est très dur pour l'humain, une fois qu'il est engagé, de renoncer, de revenir en arrière. Donc vraiment, les coureurs qui sont arrivés d'eux-mêmes à se dire, bah, je prends pas le départ, ou ceux qui sont arrivés au premier ravitaillement et qui ont dit, non, mais là, c'est la tempête, enfin, c'est bon, j'y vais pas, quoi. Vraiment, je voudrais les féliciter. Et bah, j'encourage tout le monde à prendre exemple sur eux. Parce que quand un drame arrive, ben, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est apprendre de nos erreurs pour pas les répéter plus tard. Et du coup, ben voilà, c'est tout cet été, il y aura peut-être on sait pas, il y aura peut-être des orages sur d'autres courses, il y aura peut-être des conditions météo instables. Je pense qu'on est parti sur une année un peu vilaine là, avec une pluviométrie augmentée depuis avril, depuis mi-avril, on est un peu haut là en pluviométrie. Je pense qu'il va falloir toutes et tous qu'on... Tu vois, moi je vais au Lavaredo, mais je sais pas trop à quelle tasse, à quelle sauce je vais être mangé. Il va falloir toutes et tous qu'on se dise, ouais, attends, j'ai payé mon dossard. Bon, j'ai mis 100 balles dans le dossard. Alors au Lavaredo, j'ai payé plus que ça, j'ai payé 200... Est-ce que je paye mes dossards? Eh oui, il y a des fois on a la remarque, ouais, mais lui il paye pas. Eh si, je paye, bourricot. Alors... J'ai la facture là, 204,12€. Dossard du Lavaredo. J'ai même joué au tirage au sort, mon con. Je me dis, ben voilà, s'il y a un problème, il faut s'asseoir sur... De toute façon, les 200€, je les ai payés, on était en octobre, un truc comme ça. Donc ils sont partis du compte bancaire, ils sont plus là. Et j'en ai pas eu besoin depuis, tu vois. 23 octobre, ouais. Donc il faut se dire, une fois que vous avez payé votre dossard, l'argent est parti de votre compte bancaire, vous dites, ouais c'est bon, il est parti du compte, enfin, de toute façon j'en avais pas besoin, sinon j'aurais pas acheté le dossard. Il faut être capable d'accepter, de se dire, ben cet argent il reviendra pas. Je l'ai balancé dans un loisir, le loisir a lieu, le loisir a pas lieu, voilà. Parce que, le problème, l'organisation est toujours tentée d'essayer de vous faire passer... entre guillemets, coûte que coûte, évidemment, ils auraient connu le scénario à l'avance, ils vous auraient pas donné le départ, ils sont pas bêtes. Mais tu te dis, putain, je donne pas le départ, tout le monde me demande le remboursement et tout, alors que, enfin, quand on est comme ça à 24 heures de la course, tout est là. Tout est acheté, alors vous pouvez renvoyer chez eux quelques prestataires, vous pouvez rendre un peu de ravitaillement à tout ce qui est sous vide, mais vous allez pas pouvoir rembourser les gens plus que 30%, c'est pas possible. Donc ouais, t'es toujours poussé à donner le départ. C'est délicat. Et ça, c'est Stéphane Agnoli, le directeur de course de la Maxi Race, qui l'a justement fait remarquer en commentaire. Il a dit, bah attention, il faut aussi faire redescendre la pression sur les organisations pour que l'organisateur, alors le but du jeu, c'est pas qu'il annule dès qu'il voit un nuage, mais pour que l'organisateur puisse plus sereinement annuler la course sans faire face à une vague de mécontentement. Donc il faut, en fait, tout le monde est un peu responsable, il faut que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin, quoi. Voilà, pas simple, et en tout cas, moi j'attends le jugement avec impatience pour espérer que mon ami David et son équipe soient mis hors de cause et qu'ils puissent, je sais pas s'ils s'en remettront vraiment, s'ils arriveront aussi à réorganiser si jamais on les autorise, j'en sais rien, beaucoup d'inconnus, ouais. Et donc, tout ça pour dire que je ne serai pas speaker ce week-end ni le prochain, et qu'on se retrouve à la Montagnarde. Alors en plus, à la Montagnarde, c'est les mêmes secouristes qu'à Samoin, là, Mountain Medic Secure, on avait pourtant le top. Mais bon, des fois, la haute montagne est plus cruelle que tout ce qu'on peut imaginer. Et en plus, à la Montagnarde, on a des passages, pareil, il faut pas trop faire le couillon, là, après le Mont-Joli, jusqu'aux Aiguilles Croches. Donc les amis Stéphane et Pierre qui organisent ça, ils doivent être en train de se dire, bon, on va voir là, s'il fait pas beau, oula, là ça doit redoubler de vigilance. Ouais, allez, on verra. On espère qu'on sera rentré dans l'été et qu'on aura du soleil. Là on l'a la semaine, mais on l'a pas le week-end pour l'instant.
Voilà, on espère que ce sera un peu plus simple pour eux. Et puis d'un point de vue athlète, si j'anime pas le week-end du 28, 29, 30 juin, d'habitude je vais au Grand-Duc de Chartreuse, c'est parce que cette année j'ai fait une petite entorse pour courir le Lavaredo Ultra Trail. Et donc la préparation est à suivre sur Patreon. Voilà, alors j'avais quand même un... Parce qu'on peut pas... Sur le drame qu'il y a eu à l'Ultra Trail du Haut-Gif, en fait, vous avez eu un phénomène très malsain qui a eu lieu. C'est-à-dire que je sais pas comment l'annonce de la personne décédée part, tu vois, comment elle se retrouve dans un média. Je crois que le journaliste du Dauphiné Libéré était sur place. Quand on lui donne cette information, tout de suite il publie un article un peu à charge, quand même, contre l'organisation, un peu dirigée. Et derrière, donc lui était sur place et a obtenu l'information auprès d'un tiers, pourquoi pas. Et derrière, vous avez tous les journaux, les médias, puisque le truc est passé aux 20h, qui reprennent l'information. Et donc, tous ces médias, c'est passé dans le journal, je sais pas, tous, Ouest France, 20 minutes, etc. Tous ces médias, en fait, n'ont aucune connaissance de la compétition. Ils sont jamais venus, ils l'ont jamais vu, jamais vécu. Ils ont aucune connaissance du terrain. Tu vois, il y en a, ils parlaient de 4000 participants, d'autres 2000. Il y en a supposaient que les courses étaient toutes parties, d'autres non. Enfin, c'était n'importe quoi. Dans tous les articles, vous pouvez retrouver des superbes coquilles. Parce que le truc est écrit à la va-vite, voilà, à la va comme je te pousse. Et TF1 qui se fiche éperdument du trail tout le reste de l'année, en fait, en a profité, parce que là il y avait un décès, donc il fallait absolument le mettre à la télé. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est leur rôle de nous informer. Et oui, mais ils t'informent que quand ils veulent. Là, vu qu'il y avait un décès, ça les a excités, ils se sont dit, putain, chouette, course nature, sport, dépassement de soi, hop, décès. Ah, c'est génial, ça coche toutes les cases, tout le monde va regarder la télé, putain, c'est génial, on va refaire un peu d'audience. Voilà. Je trouvais ça assez lamentable. Par exemple, on a eu les championnats d'Europe il y a 3 semaines. Personne n'en a parlé, tout le monde s'en foutait. Par contre, là, il y a eu un décès en haute montagne, et ça y est, et il faut trouver, et qui c'est le coupable, et à qui la faute, et ceci, et qui est le méchant derrière tout ça, et patati, et patata. C'est toujours pour vous montrer les mêmes trucs à la télé. Ce qui va pas, 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 ce qui va pas. Un petit point aussi sur le matériel. Alors, on va incriminer personne, mais il y a quand même des coureurs qui se promenaient sans le matériel obligatoire, ce qui est assez surprenant. Parce que vous partiez quand même pour des conditions météo que je jugeais extrêmement dures. Quand je voyais les précipitations de pluie annoncées, j'étais en train d'imaginer dans ma tête ce que j'allais mettre sur moi. Et vous avez des gens qui se promenaient avec dans leur sac comme matériel de rechange un t-shirt. Est-ce que c'est intelligent ça ? C'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes mouillé, transit froid dans la nuit, vous êtes à 2 doigts de l'hypothermie, d'un coup vous atteignez un ravitaillement ou une base de vie, vous sortez dans votre sac votre matériel de rechange qui est un t-shirt. Qu'est-ce que vous faites avec votre t-shirt le reste du parcours ? Parce que il fait froid aussi, il pleut aussi après. C'est pas on-off, d'un coup il fait pas beau. Vous remettez la veste mouillée, vous remettez le pull mouillé par-dessus votre t-shirt sec, ça va durer 3 secondes. Donc, alors, je veux bien un UTMB sous le soleil, on s'en fiche complètement, on zappe une partie du matos, on s'en tape, on sait bien qu'on va pas être contrôlé, puis de toute façon, quand vous faites l'UTMB en 35 heures, qu'est-ce que vous en avez à foutre de prendre 1 heure de pénalité, vous en fichez complètement. Je comprends, vous prenez beaucoup d'eau et beaucoup de ravitaillement sur vous, du coup, voilà, il fait beau, vous prenez pas le pull. Mais là, on avait tout dit. Moi, j'ai jamais vu un briefing de course aussi dur. Donc ouais, alors, c'est pas nécessairement en plus la personne qui est décédée qui avait pas son matos, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a toujours le facteur chance qui est horrible là-dedans. Mais ceux qui l'avaient pas, putain, faites gaffe pour les prochaines fois, prenez-le. Enfin, en tout cas, quand la météo est annoncée mauvaise, vous vous blindez. Si c'est annoncé beau temps, oui, effectivement, avec
avec une bonne veste de pluie et une couverture de survie, vous allez pouvoir échapper à un orage de dernière minute. Mais quand on vous annonce 4 heures avec des trompes d'eau, vous vous blindez, quoi. Alors les chaînes, on les avait pas demandées obligatoires. Ça, je pense, c'était un peu une erreur, quand même. Il fallait les demander obligatoires. Mais alors là, les gens auraient dit, ah bah, vous vous rendez compte, moi je viens de tel endroit, j'en ai pas, machin, vous me forcez à en acheter, ça coûte 50 €, nanani, nanana. Ceux qui avaient des chaînes arrivaient quand même à mieux descendre dans la boue. Et je trouve ça quand même aussi étonnant, quand on vous dit, via un mail, 3 jours avant la course, que vous allez effectuer 10 km sur la neige, à quel moment vous dites, non mais en basket, ça va aller? Bah évidemment que non. Vous allez glisser, forcément. Donc, ouais, c'est... Il faut faire attention. Et après, il y a une dernière chose. Ça, c'est vrai que c'est toujours un peu dur de le dire, bah, surtout quand on a une personne décédée, qui en plus, la pauvre, elle n'a peut-être pas pris de risque. Mais vous aviez 2 choses que j'ai trouvées un peu bêtes. La première, c'est que pendant le chaos qui régnait là en descendant, il y a des coureurs qui continuaient à se doubler. Je comprends pas le concept. On vous met une corde pour descendre de manière sécuritaire, puisque sur votre gauche il y a une falaise, sur votre droite il y a un pré extrêmement pentu que vous allez dévaler si jamais vous prenez des risques. Et il y a des coureurs qui continuaient de se doubler. Mais quel est le concept en fait? En plus, on était au milieu du peloton là. On s'en foutait quoi. Il y avait rien. Donc en doublant, vous prenez des risques pour vous-même. Ça, à la limite, j'ai envie de dire bien fait, quoi, après. Mais vous prenez des risques pour d'autres personnes, parce que si vous chutez et que vous les embarquez dans la chute, bah eux, ils ont rien demandé. Ils restent respectueux, voilà. Et le deuxième et dernier truc, c'est que vous avez des gens qui témoignaient en supposant qu'ils étaient des coureurs expérimentés. Ils se sont imaginés qu'ils étaient des coureurs expérimentés à la haute montagne. Et ces gens-là, bah... avec leur nom et leur prénom, on peut accéder aux courses qu'ils ont fait via l'index UTMB. On se rend compte que c'est des gens qui ont une expérience en haute montagne limitée au Jura. Le Jura n'est pas de la haute montagne. Le Jura est un coin pépère, avec des sommets très peu hauts, la plupart du temps des pistes forestières ou des sentiers sans trop de soucis. Le Jura n'est pas de la haute montagne. Vous n'avez pas une expérience de haute montagne quand vous allez faire des trails, même si c'est des ultras dans le Jura. Tout au mieux, vous avez une expérience physique. Mais qui n'est pas... Moi, je suis quelqu'un de plutôt peureux dans les endroits techniques. Et si jamais vous me faites marcher sur un pont de singe, ou si vous me faites prendre une échelle pour aller un peu plus haut sur un rocher, etc., je suis très crispé, en fait, je me tiens vraiment au truc, j'ai un peu peur, et du coup, je suis plus rationnel. J'arrive pas bien à réfléchir, je suis tétanisé, et j'ai qu'une envie, c'est que cette partie, elle se finisse. Vous voyez ? Donc moi, je vais pas m'amuser à aller courir au Kima Trophy, ça m'intéresse pas, ça me fait plutôt peur. Je vais rester, sur des UTMB très safe, très tranquille. Et vous avez des gens qui ont fait 2 ultras dans le Jura et qui se disent, je suis un coureur expérimenté. Et ils le disent en racontant leur vie, des journalistes, quoi, en disant, ouais, même moi, coureur expérimenté, j'ai eu peur, j'ai glissé. Non, tu trouves d'autres témoignages de gens qui, pour le coup, étaient vraiment expérimentés et qui te disent, ok, c'était l'horreur absolue, mais en fait, avec mon matériel, avec mes crampons, en me tenant bien la corde et en y allant doucement, je suis arrivé en bas. Alors, c'était pas agréable, c'était long, en plus, il me pleuvait sur la gueule, et je suis arrivé en bas. Et j'étais, quand même dans le doute, mais quand je posais le pied, il tenait, parce que j'avais des crampons, parce que ceci, cela. Donc voilà, il faut que tout le monde redescende quand même d'un étage. Et on verra. On verra la suite. J'espère que ça se conclura quand même bien pour pas qu'il y ait trop de regrets, de remords, qu'on ait quand même des autorités qui puissent nous livrer le fin mot de l'histoire et qu'on puisse faire un deuil... sans avoir besoin de chercher un coupable. Enfin, je pense que même quand on l'a sous les yeux, le coupable, ça gomme pas tout. Ouais. Voilà. Et sur ce, on va pouvoir passer au petit podcast. Avec le sommeil. Le sommeil. Alors le sommeil, c'est vraiment un truc de bâtard.
Je sais pas si... Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à s'endormir. Enfin, s'il est pas chez lui, dans un lit plutôt confortable, avec un oreiller de bonne qualité. Alors, pour le lit, je fais un petit coucou à Guillaume Lalu de Course Épique, qui nous en fait la pub en ce moment. Pour l'oreiller, je fais un petit coucou à notre youtubeur préféré, Mathieu Delpeuche, qui nous a fait des petites pubs aussi. Mais ils ont raison. Chez moi, j'ai un super oreiller, un super matelas. Et c'est vrai que je dors très bien la plupart du temps. Et quand je suis en déplacement quelque part, si le sommier, l'oreiller ne me convient pas, je dors très mal, je m'endors pas, voilà. Si je me couche pas à l'heure que je veux, pareil, c'est un peu la merde. Si je me couche trop tard, je vais quand même me lever tôt. Admettons que je me lève tous les matins à 6h, que je me couche à 22h ou à minuit, je vais me réveiller à 6h, donc vous comprenez vite que si je me couche à minuit, c'est la merde. Alors qu'à l'inverse, vous avez des gens, vous lui dites, tiens là, dans la prochaine heure, on n'a rien à faire. Il y a un bout de matelas dans un coin de la pièce. Le mec, il se met en boule, il s'endort. Voilà, je suis très jaloux de ces gens-là. J'éprouve énormément de jalousie vis-à-vis d'eux. J'aimerais beaucoup pouvoir faire pareil. Et donc, le sommeil chez moi est un vrai questionnement. C'est un vrai axe d'amélioration, voilà, comme tu le demandais, Eric. Et nous allons voir un petit peu comment faire. Alors, les chiffres. Et là, je prends ma magnifique montre Suunto Race. On est à 7 heures de sommeil par nuit en moyenne sur les 6 dernières semaines. Alors, c'est une moyenne plutôt basse. Les 6 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ça moins, il y a eu la nuit où il pleuvait, en fait, j'étais très très perturbé. Donc j'ai dormi que 4 heures, alors que j'avais le temps de dormir 8, hein. Mais j'étais... je me sentais pas bien, tu vois, je sais pas, inconsciemment. La semaine avant, j'ai bien dormi. Ah non, putain, il y a mon con de chat qui s'était mis un truc dans l'œil. Ah oui, j'ai fait 2 nuits de 5 heures, ouais. La semaine avant, il y avait la Maxi Race, donc là, pareil, il y a eu 2 nuits de 5 heures. Alors, attendez, merde. Mais... le 25 mai, j'animais Tirange, donc pareil, il y a eu une mauvaise nuit. Le 18 mai, j'étais à la Pastourelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Cantal, ces sagouins, ils font sonner les clochers toutes les heures, même la nuit. Et ils les font sonner même la demi-heure. Donc je vous fais pas un dessin, j'ai très mal dormi. La semaine avant du 11, je crois que j'avais bien dormi. Et pas eu de soucis. Et la semaine avant, c'était la Nivelles-les-Revards que j'organisais avec une petite nuit, la dernière nuit. Donc voilà, vous voyez, sur les 6 dernières semaines, c'est aussi pour ça qu'on a une moyenne à 7 heures. Et je pense que si je n'étais pas speaker, si je fais une moyenne du lundi au vendredi, c'est peut-être possible de le faire sur Suunto, mais vu que je suis quelqu'un qui manipule absolument pas les données, j'ai pas essayé, donc je sais pas. Je pense que je serai au moins à 7h30, voire 7h45. Juste si tu m'enlèves les animations le week-end. Et on peut même supposer que vu que tu m'enlèves les animations le week-end, tu m'enlèves un espèce de stress hebdomadaire qui revient, qui fait que je suis quand même perturbé un peu la semaine, etc. Et peut-être qu'on peut remonter à ce moment-là à 8 heures. Mais là, on est sur de la supposition. Ce qui est sûr, c'est que tous les week-ends d'animation, ou d'organisation, parce qu'il y a Strike Nivelles-les-Revards un peu avant, là. Et même les courses, vous voyez, avec cette Pastourelle, j'ai passé 2 mauvaises nuits. Tous ces week-ends, en fait, de déplacement, voilà, font que je dors 7 heures en moyenne contre 7h30 si je faisais pas ces déplacements. Donc tu vois, déjà là, il y a un très très gros axe d'amélioration qui est pas négligeable, hein, quand même, cette petite demi-heure qu'on va aller chercher en plus. Et vous allez voir, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Alors après, il y a un autre problème qui va arriver, qui n'est pas arrivé pour le moment, c'est la chaleur estivale. Là, hier on était quand même monté à 25 degrés dans l'appart quand je me suis couché. Donc on verra comment ça joue pour cet été. Là, vu qu'on va reprendre du frais, je suis pas inquiet, ça va redescendre à 20, 21 l'appartement. On verra plus tard. Mais c'est vrai que l'an passé, il était monté à 28.
Et encore là, je dormais pas à l'étage. Donc ça aussi, c'est un petit problème, la saisonnalité. L'hiver, je dors beaucoup plus. Et ce problème d'heure de sommeil, en fait, il me gêne pas trop parce que tu vois, aujourd'hui, malgré ça, j'ai fait des bonnes performances sur les compétitions que j'ai réalisées. Des performances acceptables qui font que j'étais heureux. J'ai pris du plaisir à les préparer, à les réussir. J'étais content. Mais nous, ici, on est dans une logique d'optimisation à l'extrême pour aller chercher toujours plus haut. Et quand je lève la tête et que je regarde les gens qui sont au-dessus de moi, qui sont un peu plus forts, qu'est-ce que je vois ? Et je vois que, je vois... Non, en fait, j'en sais rien, mais... J'imagine que certains dorment peut-être 9 heures par nuit, tu vois. Tu te dis, putain, il y a une différence de 2 heures, et peut-être que tout simplement, il faut pas s'entraîner plus, ou faire ceci, ou faire cela, il faut juste arriver à dormir plus. Parce que tu prends 2 personnes comme ça, il y en a une, elle dort 7, l'autre, elle dort 8 heures par nuit. Des nuits, il y en a 360 dans l'année. À la fin, il y a une différence de 360 heures de sommeil. C'est quand même pas négligeable. Ça doit forcément représenter quelque chose, tu vois. Alors, je sais pas, ça peut être aussi sur les blessures, pas seulement la forme physique. Je sais pas. Donc l'objectif serait d'augmenter légitimement, tu vois. En plus, on te matraque tout le temps qu'il faut dormir 8 heures par nuit. Donc tu te dis, bah voilà, il faut augmenter, effectivement. C'est un axe d'amélioration. Et maintenant, la question, c'est comment on l'améliore ? Ah oui, bonne question. Alors vous avez la solution facile. Magique. Vous prenez un somnifère. Paf ! Vous dormez. Bon, je sais pas si ça marche très bien sur le long terme. Mon sponsor Nutriting a sorti tout un tas de plantes. Voilà, ils ont du millepertuis, du safran. Et ils ont même maintenant un complément alimentaire. Alors, il y a de la mélatonine, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'ils appellent le Nu Dreams, pardon. Donc, j'utilise un petit peu tous leurs trucs, là. Pour essayer de me rééquilibrer assez vite, en fait, quand je suis en week-end sur une animation. Pour essayer de m'endormir tout de suite. Ou pour essayer la semaine de me réguler, tu vois. Mais, comme vous le voyez, on est arrivé à un plancher de 7 heures, on n'est pas monté au-dessus. Donc, ces moyens de plantes ont des limites. Après, il y a certaines fois où ça m'a vraiment sauvé la vie, entre guillemets. Mais on voit que c'est un petit plus qui est parfois utile, ce qui n'est pas négligeable, hein. Mais ce n'est pas une solution. C'est un petit pansement qui permet d'arrêter l'hémorragie un temps. Mais ça n'est pas la solution pour aller se taper des énormes nuits de 9 heures. La vraie réponse, ça c'est emmerdant, hein. Ça vous aimez pas, ça. La vraie réponse, c'est le sacrifice. Eh ouais. Il faut égorger une brebis la nuit de pleine lune en se tenant sur une jambe et en étant enroulé dans du jambon. Je sais pas si certains ont la ref. C'est le donjon de Nullbuck. Là, je le dis parce qu'au moment où j'ai dit ça, je me suis dit, tiens, peut-être certains vont y voir un commentaire raciste. Non, pas du tout. En fait, il y a une vanne là-dessus dans le donjon de Nullbuck et c'était dans les années 2006-2007, donc largement avant qu'on vous parle de Marine Le Pen tous les jours à la télévision, donc no stress. Propulsé par Pen of Chaos, le donjon de Nullbuck. Exceptionnel, ça. J'étais déçu que Guillaume Lalu ne connaisse pas. Je l'ai cité dans Course épique. Il m'a dit non, je connais pas. J'étais déçu. Donc la vraie réponse, c'est le sacrifice. Il faut sacrifier un truc. C'est-à-dire que si t'as un mauvais sommeil, c'est parce qu'il y a un truc qui fait que ton corps, au moment où tu te mets dans le lit, tu vois, ton corps, lui, est encore en train de bosser. Typiquement, on a tous fait l'expérience du gros entraînement qu'on fait un petit peu le soir, tu vois. Facile, l'hiver, et ça, je le fais aussi. Tu te mets la grosse séance de VMA, et la séance de VMA, elle commence... tu commences à courir vite parce que tu t'es échauffé et tout avant, à 18h45, et ça finit à 19h45. C'est vrai que des fois, t'as un peu du mal à t'endormir, bon. Mais ce qu'on a aussi expérimenté, parce que là, vous qui m'écoutez, vous faites beaucoup d'ultra longue distance,
c'est le très long entraînement en vélo, à pied, qui dure 7, 8, 10 heures, tu vois, toute la journée. Alors, certaines personnes vont rentrer, ils vont manger, ils vont se coucher, ils vont bien dormir. Comme mon frère, par exemple, le bâtard, là. Mais lui, il a cette faculté. Ça m'a rendu jaloux, ça. Mais la plupart des gens, comme moi, ils vont se coucher et puis, putain, ils ont un peu mal aux jambes, tu vois, ça les lance, ça les tire, ça les réveille plusieurs fois dans la nuit et ils dorment mal. Eh ben, ça, on l'a compris, parce qu'on l'a fait en sport et on l'a expérimenté la nuit. Mais un truc que vous avez pas forcément fait le parallèle, c'est tout ce qu'on fait dans la journée. On a tendance à faire de plus en plus de trucs la journée. Surtout moi, mes journées sont ultra blindées, je fais plein de trucs dans tous les sens, et du coup quand je me couche, le cerveau en fait lui, il est encore en train de tourner, tu vois. Et ça doit arriver à tout un tas de gens qui m'écoutent, hein. Vous avez un boulot prenant, en plus de ça vous vous occupez un peu de la famille, les enfants, tout ça. En plus de ça, vous faites un peu de sport, puis vous avez oublié de recommander les nouvelles chaussures, ou je sais pas quoi, vos chaussettes elles sont trouées. Puis quand vous rentrez du sport, en fait, il faut tout de suite passer à la préparation du repas, machin, truc bidule. Tu sais, tout s'imbrique comme ça, là, clac, 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 une tâche, comme ça, là, de 7h du matin à 22h30. Et donc après, à 22h30, tu te couches, puis en fait, tu t'endors pas tout de suite parce qu'il te faut un espèce de temps calme, c'est un temps où tu branles rien, tu vois. Assis sur un fauteuil, à lire un livre au coin du feu, en train de regarder un navet à la télé, ça te rend de plus en plus abruti, puis à la fin tu t'endors, un truc comme ça. Et si tu l'as pas, tu vois, typiquement, tu continues à envoyer des mails sur ton téléphone à 22h, etc. À 22h30, jamais tu dors, c'est pas possible. Sauf ceux qui ont énormément de chance, encore une fois. Donc, on a compris que faire du sport toute la journée, c'était un peu mauvais pour ça. Et l'autre limite, c'est que si on a tendance à trop remplir nos journées, exactement ce que je fais en ce moment, tu as un mauvais sommeil aussi. Donc, pour revenir au sacrifice, il faut sacrifier une activité dans la journée. Alors évidemment, on n'a pas envie de le faire. Si t'es au travail, puis d'un coup tu te dis, en fait, je vais travailler 2 heures de moins par jour. Y a quelqu'un qui va pas être content, ça s'appelle ton patron. Il va immédiatement mettre un stop à ce délire. Du coup, tu te dis, ça, je peux pas l'enlever. Je m'entraîne plus. Ok. Mais du coup, tu vas peut-être mieux dormir, mais vu que tu fais plus de sport, en fait, c'est chiant, quoi, ça marche pas. Je m'occupe plus de ma famille. Bon, là, ta femme ou ton homme va te tuer. Donc, vous voyez à quel point c'est difficile, parce qu'une fois qu'on a rempli notre journée avec plein de trucs, on a du mal à revenir en arrière. On a du mal à faire le sacrifice. Parce qu'on voit pas quoi enlever. Tout est important, en fait. Oui, puisqu'on le fait. Ce serait pas important, on le ferait pas, tu vois, c'est normal. Donc pas simple l'histoire. Pas simple. Alors qu'est-ce que j'ai sur ma palette, moi, à sacrifier ? Qu'est-ce qu'on a là, hein ? Il y a un truc le plus facile à enlever, je pense, ce serait d'organiser le trail niveau les revards. Après, c'est quelque chose qui va plutôt m'occuper de début octobre à fin mai. Cela dit, ça représente une grosse période de l'année. Mais c'est vrai que... là, j'ai fait... Donc, attendez. J'en suis à 7 ans. Ouais, 7 ans de présidence. On dit toujours, pour les présidents, c'est un peu la barrière des 10 ans. Tu vois, au bout de 10 ans, t'en as un peu pris plein la tronche, c'est bon, quoi, t'as envie de passer la main. Donc on verra. Moi j'essaye de faire 10 années, puis après on verra. Est-ce qu'il y a quelqu'un de suffisamment chaud pour reprendre ou quoi ? Ou est-ce qu'on peut peut-être pas aussi diminuer un peu l'événement pour que ce soit moins pénible ? Je sais pas. Donc il y a cette variable là qui est un peu, tu vois, en ce moment, tac, je regarde comment faire. Il y a le côté speaker. Alors le côté speaker, c'est pareil, on pourrait être extrêmement radical et dire j'arrête. Voilà. Et oui, puisque en fait, mon Patreon me suffirait largement pour vivre, donc tu vois, je cumule 2 emplois dans un pur but capitaliste au final, mais je pourrais demain dire je suis plus speaker.
Voilà, ciao ciao. Mais finalement, est-ce que c'est intelligent? Parce que, ok, c'est fatigant, ok, ça perturbe et tout, mais quand même de base, je fais ça parce que j'aime bien, c'est sympa. Donc tu vois, il y a aussi le côté, ça me manquerait peut-être un peu. Ça serait quand même un peu brutal de tout couper. Et en fait, la réflexion, et c'est là où c'est intéressant ce que t'as dit, Eric, c'est que t'as dit un axe d'amélioration pour 2025-2026, et tu vois, j'ai même envie de rajouter 2027, 2028, 2029, etc. C'est-à-dire qu'on a un axe d'amélioration sur le long terme. Là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis développé. Donc, il y a un auto-entrepreneur débutant qui augmente. Au bout d'un moment, bah, stop, l'emploi du temps est plein, on peut rien faire de plus. Et là, on se dit, ah merde, comment je fais du coup maintenant pour continuer à progresser en sport parce que j'ai blindé le reste. Merde. Et ben, Speaker, tu vois, il y a plein de petites choses à mettre en place. Premièrement, c'est prendre des contrats qui sont beaucoup moins loin. Donc comme ça, tu diminues pas ton nombre de contrats, mais par contre, tu te déplaces beaucoup moins. Et ça, c'est intéressant parce que le déplacement, le speaker perd son temps dans la voiture, il facture les frais de déplacement à l'organisateur qui perd de l'argent, donc tout le monde perd en fait. Puis à la limite, il y a l'État français, ils prennent, parce que c'est imposable du coup vu que c'est une micro-entreprise, donc ils prennent un bout dessus, eux ils gagnent. Mais les organisations sont perdantes sur un long temps de déplacement et le speaker est perdant sur un long temps de déplacement. À part si vous facturez votre temps dans la voiture, bon courage. Ça se fait pas pour l'instant. Donc l'idée, ça va être plus en plus revenir à des événements pas très loin de la maison. Après, une fois que ça se sera bien fait, tu vois qu'il y aura plus beaucoup de déplacements, etc. L'idée va être d'en enlever quelques-uns. Voilà. Ça, j'ai pas encore commencé, hein, cette année. Voilà, par exemple, cet hiver, à des moments, il y avait eu des trous. J'étais là, je regardais ce qu'il y avait dans le calendrier. J'envoyais une petite proposition à un organisateur. Donc, vous voyez, j'étais encore dans une logique de croissance qu'il faudrait éventuellement cesser un peu, quoi, pour retrouver un très très bon sommeil. Donc, vous voyez, sans être radical, il y a plusieurs petits axes à améliorer. Après, vous avez le Patreon. Parce que quand j'anime le week-end et que le lundi, il faut que je me mette devant l'ordi à taper la revue de presse, il y a un certain stress, tu vois. Ça commence le dimanche. Quand je vois la longue liste d'événements à raconter, tu vois, ça vient dans ma tête, tac, ça me perturbe. Le lundi, qui est-ce que je vais recevoir comme invité, etc. Donc t'as toute une logique de vide à combler qui se met en place dans mon cerveau, qui est un bâtisseur, un constructeur, et qui va vouloir combler ce vide. Et du coup, cet empoté, il va le faire la nuit. Il va réfléchir à ça la nuit, alors que c'est idiot, je suis là pour dormir. Et en plus, j'ai le temps de le faire le lundi. Alors, je ne peux faire que ça. Mais j'ai le temps de le faire le lundi, je veux dire, il n'y a pas de stress particulier. Eh ben si. Parce que le cerveau a imaginé tout ça le dimanche, oh là là, il faut faire ça demain, et nanani. Donc on pourrait dire, pareil, on va réduire le Patreon. Alors, pour l'instant, ça c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Parce que vraiment ça me régale. Je m'éclate vraiment là-dedans. Ouais. Ça me plaît même un peu plus que Speaker, tu vois. Ça a pris le pas dessus petit à petit. Et j'aime beaucoup en fait, parce que plus vous êtes nombreux sur Patreon, plus on peut faire des trucs de dingue. Tu vois, là, j'ai commandé 100 casquettes. Là, j'ai réglé la facture, en fait. Il n'y a pas eu de « Ah, fais-moi un devis, est-ce que je peux te faire un acompte de 30% ?» nanana. Le mec me dit « Ouais, elles seront livrées dans 8-10 semaines. » Je lui ai fait un virement instantané. Je lui ai dit « C'est bon, tiens, prends l'argent. » Tu vois, quand j'ai un invité le lundi, il est payé systématiquement. S'il veut pas, il reçoit un paquet de... Je vais à la coopérative, j'achète les trucs les plus chers, là, de la truite fumée du lac du Bourget, estampillé bio, je sais pas quoi. Je lui fais un petit colis, ça fait 8 kilos, je lui envoie. Et le vendredi, pareil, on peut se régaler en allant chercher plein de... Voilà, la semaine dernière, vous avez eu Mathieu Delpeuch qui interviewait un coureur allemand
de la sélection allemande, justement, qui avait fait la course en montagne. On vous faisait traduire tout ça par Let's Try Podcast. Vous aviez un montage exceptionnel. Et ça, c'est vraiment un plaisir pour l'instant. Donc il y a peu de chances que ça se finisse. Par contre, il est possible que de temps en temps, il y a un truc qui soit livré en retard. Bon, là, ça va arriver parce que quand je rentre du Lavaredo, en fait, je rentre le dimanche soir. Et le lundi 1er juillet, en fait, je suis avec Nolio toute la journée. Donc je ne pourrai pas taper ma revue de presse et je ne la taperai que le mardi. Et il est possible que le compte rendu du Lavaredo, pareil, prenne un peu de temps. Enfin bon, on verra. À la semaine s'annonce assez chargée. Ouais. Et après, il y a un quatrième truc, c'est déménager. Parce que, en fait, quand vous habitez proche d'une ville, vous êtes systématiquement sollicité par tout un tas de choses, en fait. Si vous manque quelque chose, vous pouvez immédiatement aller au magasin le chercher. Et vu que vous avez 1 heure de libre, vous allez y aller. À la place de vous reposer et faire une activité calme. Donc ça va encore rythmer votre journée. Puisque entre 2 tâches, il y avait un temps calme. Et vous l'avez rythmé avec un truc à aller chercher. Alors que si vous habitez très loin à la campagne, vous pouvez pas aller le chercher. Donc vous le notez sur la liste des trucs à faire le lundi d'après. Et vous y allez le lundi d'après quand vous y allez. Donc ça, c'est aussi une idée. Tu vas partir un peu plus loin. Faut avoir, je pense, une demi-heure de route. Parce que au-delà, tu es trop loin. Et du coup, quand il y a un souci, tu es quand même un peu loin, quoi. Ou un déplacement à faire. Donc voilà un peu les axes. Et après, tu te dis, tu vois, là, au final, la barque avance. Je réussis mes courses. Je réussis en tant que speaker. Je réussis sur mon Patreon. Toi, tous les curseurs sont poussés vers la réussite. Alors, est-ce qu'ils sont au maximum ? Peut-être pas. Et vu que je veux pousser un peu plus celui du sport, on peut se poser la question d'améliorer ça. Mais... Oh, Mimi. Mais est-ce que ça vaut le coup, tu vois ? Est-ce qu'il faut d'abord faire le sacrifice et perdre pour gagner un peu plus ? Ou est-ce qu'il faut attendre gentiment que les contrats en trail augmentent pour pouvoir ensuite dire c'est bon, financièrement je peux faire le sacrifice. Tu vois, il y a deux chemins à emprunter, quoi. Donc je vais te laisser sur cette réflexion. Petite conclusion, c'est qu'au final, tout le monde est capable d'améliorer sa vie. Simplement, une fois qu'on a défini les axes d'amélioration et comment y arriver, ça j'aime bien parce que c'est le travail d'ingénieur. Tu écris le but final, le cahier des charges du projet à rendre, qui est toujours très impressionnant. Et ensuite, tu mets des étapes. Tu mets des étapes comme ça sur un diagramme de Gantt. Tu fais ta petite planification, étape par étape, et puis une fois que tout est fini, que tu as pensé à toutes les étapes et tout, tu as obtenu le nombre de mois ou d'années pour réaliser le projet. Voilà. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. hugoferrari20@gmail.com. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et en attendant, place au Patreon ce vendredi. Petite analyse pour voir dans quel état de forme j'arrive au Lavaredo. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.